En manchette ce soir, l'heure est au bilan pour la fonderie Horn. On vous amène sur le site du projet Aeris pour la réduction des émissions atmosphériques. Le bilan qu'on peut faire après un an, c'est qu'on est en ligne avec nos objectifs. Ça n'a pas sa place dans les écoles, là. Dans mon temps, on n'avait pas. L'interdiction, ça les encourage aussi à le faire en cachette. Réaction mitigée sur la fin des cellulaires en classe. Le plan d'action en sécurité routière bien reçu dans la région. Si ça ne la rend pas plus sécure, ça va corriger quelques-uns. Bonsoir et bienvenue sur nos ondes. Dans le dossier de la fonderie Horn, un an après le coup d'envoi du plan de réduction des émissions atmosphériques, eh bien le projet de modernisation Aeris est bien entamé, tout comme plusieurs projets transitoires. Et Sophie Média-Villarivard est justement allée visiter les installations. C'est le secteur des dômes. Oui, c'est ça, on voit les dômes de dos. On voit des anodes là aussi? Oui. Les chantiers à venir sont colossaux à la fonderie Horn qui fait peau neuve pour réduire ses émissions de métaux lourds parce que le projet de modernisation Aeris va bon train avec 93 % des projets transitoires déjà réalisés ou en cours. La cible est d'atteindre une concentration moyenne d'arsenic dans l'air de 65 nanogrammes par mètre cube cette année et de 45 l'an prochain. La première année était principalement dédiée aux étapes préliminaires d'ingénierie pour pouvoir localiser les bâtiments, commencer les spécifications au niveau des équipements et du procédé. On a également débuté des travaux au niveau de la préparation du terrain. L'ingénierie et la préparation du chantier seront complétées dans la prochaine année pour donner le coup d'envoi à la construction des bâtiments d'Aeris en 2024. À l'intérieur d'Aeris, il y a 3 sous-projets. Il y a Phoenix, la nouvelle section d'usine pour la conversion du cuivre. Il y a ECO, qui est la nouvelle roue de coulée. Et il y a le projet A3, qui est le nouveau dépoussiéreur à haute capacité qui permet de venir encapsuler la totalité du procédé de la fonderie. Pour accélérer les gains d'Aeris, des projets transitoires sont effectués en parallèle, notamment la construction de 4 nouveaux dépoussiéreurs. On a ici le dépoussiéreur qui est installé dans le secteur des convertisseurs. Le dépoussiéreur est séparé en 4 sous-unités. Chacune des sous-unités a un tuyau d'entrée, un tuyau de sortie. Donc, les tuyaux de sortie sont ceux qu'on voit à l'extérieur, qui sont des courtes cheminées. La moyenne d'arsenic dans l'air pour le premier trimestre s'est élevée à 74,6 nanogrammes par mètre cube. Ces résultats ont été comptabilisés entre le 16 mars et le 16 juin dernier. Et selon les prévisions de l'entreprise, des réductions là, devraient être perceptibles dès le 2e trimestre grâce au projet transitoire d'Aeris. La moyenne qu'on présente aujourd'hui n'inclut pas les projets qu'on vous présente aujourd'hui et qui vont débouler là, dans les prochaines semaines. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment le 2e trimestre qui va nous permettre de voir les premiers gains. Les projets Aeris vont nous amener à 15. Par contre, on continue à venir investiguer, comprendre où sont les autres sources pour nous amener le plus bas taux possible. Le plan de modernisation représente des investissements de plus de 500 millions de dollars et la participation de 173 entrepreneurs, dont 74 de la région. Le projet devrait achever en 2027. Le bilan qu'on peut faire après un an, c'est qu'on est en ligne avec nos objectifs et puis qu'on a les équipes, les ressources en place, les partenaires mobilisés pour être en mesure de rencontrer ces objectifs. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. D'ailleurs, des travaux de décontamination de la cour de l'école Notre-Dame de Protection à Rouyn-Noranda par la fonderie Horn ont actuellement lieu. C'est dans le cadre, on le rappelle, du programme volontaire de caractérisation et des travaux des sols du quartier Notre-Dame. Les travaux qui devraient durer 1 mois ont débuté vendredi dernier. La cour de récréation va être inaccessible aux enfants lors de la rentrée des classes pour une courte période la semaine prochaine. Une partie de la cour va être par la suite rouverte. 5 à 10 personnes sont affectées à la décontamination du terrain. Les travaux vont de bon train. En fait, dès qu'on a eu le retour du ministère, on a tout de suite mobilisé les équipes, on a fait les demandes de permis. Et donc, dès la semaine dernière, les équipes étaient sur le terrain à venir ceinturer les secteurs pour lesquels des travaux sont requis. On a une équipe de 5 à 10 personnes qui travaillent activement sur le site. On vise venir dégager une bonne partie de la cour pour la rentrée des classes. L'interdiction du cellulaire va aider à la concentration des élèves et donc va contribuer à la réussite scolaire. Vous venez de l'entendre, une nouvelle ère approche dans les écoles. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a annoncé aujourd'hui la fin du cellulaire en classe. Des directives vont être envoyées aux établissements scolaires prochainement
Et Kimberly, cette règle qui s'officialise, oui, fait beaucoup réagir ici dans notre région. Absolument. Certains sont d'avis que les cellulaires devraient être interdits et que ça n'a pas sa place en classe, et d'autres aimeraient que ça soit plutôt intégré. Rappelons que le ministre de l'Éducation va permettre une certaine flexibilité à cette règle en permettant les cellulaires pour des raisons pédagogiques. Pour l'instant, la façon dont les téléphones intelligents seront proscrits, ça reste en fait à être déterminé par les établissements scolaires. Donc, je vous laisse écouter quelques citoyens par rapport à cet enjeu. C'est une excellente idée. Ça n'a pas sa place dans les écoles, là. Dans mon temps, on n'avait pas, puis on n'est pas mort. Ça pourrait servir beaucoup aux jeunes aujourd'hui. Puis l'interdiction, ça les encourage aussi à le faire en cachette, à les amener en cachette en classe. Donc je trouve pas que c'est nécessaire. C'est une distraction, je pense que ça peut être quand même une bonne idée, soit genre de le laisser dans la case ou quelque chose comme ça. Là. Je pense que ça peut pas donner tant que ça de négatif pour le secondaire. La présidente du syndicat de l'enseignement de la Gamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue, en fait, a pu sonder le terrain. Elle confirme que près de 93 % des enseignants consultés sont en faveur de l'interdiction des cellulaires en classe. Mais malgré cette forte approbation, il reste tout de même beaucoup de préoccupations autour de l'implantation des règlements en général. Et elle espère que les élèves et les parents également seront compréhensifs et coopératifs par rapport aux nouveaux règlements. Je dirais que c'est beaucoup plus facile pour les enseignantes, les enseignants, les intervenants dans les écoles de faire appliquer le règlement lorsqu'on a l'appui des parents là, déjà au départ. Donc, je fais un appel à la population. S'il vous plaît, les parents, abordez le sujet avec vos enfants et sensibilisez-les à l'importance d'être attentif en classe et de servir de cet outil-là qu'est le cellulaire quand c'est approprié de le faire là, à des fins pédagogiques. Bref, la présidente affirme que même s'il y a déjà plusieurs règlements qui sont implantés déjà dans le système pour limiter l'utilisation des cellulaires en classe, elle espère que les règlements seront clarifiés bientôt. Merci Kimberly. Et justement, la question du jour, on vous demandait pour ou contre les téléphones en classe. Vous avez dit contre à 93 %. D'ailleurs, à quelques jours de la rentrée scolaire, le Centre de services scolaires Arikana est toujours à la recherche de 14 enseignants pour compléter son équipe. En conférence de presse ce matin à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a dévoilé qu'il manquait plus de 8500 enseignants dans le réseau de l'éducation québécois. Il invite tous ceux et celles détenant un baccalauréat à venir prêter main forte dans l'une ou l'autre des écoles primaires et secondaires de la province. Et dans la région, en date d'hier, les centres de services scolaires sont toujours à la recherche de plus d'une vingtaine d'enseignants pour combler soit un poste ou un contrat. Sur la scène judiciaire, un individu de Lac-Simon plaide coupable après l'assassinat du fils d'un Hells Angels à la prison de Cowansville en avril dernier. Lee Kissis Papati fait face à une accusation d'homicide involontaire. Le jeune homme de 21 ans a tué Jason Gagné, 35 ans. L'homme est décédé après avoir succombé à ses blessures le 30 mars dernier, au lendemain d'une bagarre entre les deux détenus à l'intérieur des murs. Le fils de Sylvain Chauny-Gagné, fondateur du chapitre des Hells de Québec, purgeait une peine de 12 ans de détention pour introduction par effraction, vol qualifié, séquestration et possession d'armes. Sous protection en ce moment, M. Papati doit revenir en cours en décembre. Parlons de sécurité routière. Québec souhaite augmenter son nombre de radars photo de 54 à 1500. Une action proposée mardi par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, et qui est quand même bien reçue ici en Abitibi-Témiscamingue. Reportage de Vincent Tremblay. 1500 radars photo d'ici 2028, une cible ambitieuse mais réalisable selon Geneviève Guilbeault. La présence future de ce type d'appareil dans la région est bien accueillie en Abitibi-Témiscamingue. De vouloir améliorer la sécurité routière en milieu municipal, c'est une excellente nouvelle. C'est de voir que le gouvernement du Québec discute avec les municipalités et considère nos besoins. Ça coûte cher faire la sécurité routière, puis que le gouvernement investisse des sommes puis l'ajoute dans son plan. Oui, la sécurité au niveau des tronçons, des routes numérotées qui appartiennent au MTQ, c'est une chose, mais quand c'est dans la cour des municipalités, on est un peu laissé à nous-mêmes. Alors, c'est une excellente nouvelle. Les Témiscabitibiens rencontrés aujourd'hui estiment que la possible arrivée des radars photo en Abitibi-Témiscamingue pourrait améliorer la sécurité sur la 117. Le ciel, ça va rouler moins vite en ayant des photoradars.
quand tu vois ça, ça te fait ralentir automatiquement. Si ça ne la rend pas plus sécure, ça va corriger quelques-uns. C'est une question de respect des autres usagers, des codes de conduite, mais c'est pas nécessaire. Pour l'emprunter à tous les jours, c'est pas une question de vitesse que je vois sur 117 qui est dangereux. CAA Québec et le syndicat des signaleurs routiers ont salué le plan proposé par Geneviève Guilbeault. Le financement sera accordé aux villes, ce qui est apprécié par la Fédération des municipalités du Québec. La sécurisation des routes de l'Abitibi-Témiscamingue est une préoccupation importante pour les Témiscabitibiens, selon le préfet de la MRC de la Vallée-de-l'Or. On n'avait pas le choix. Les citoyens nous le demandent beaucoup dans le volet municipal. Au niveau des municipalités, on met des dos d'âne, on nous demande d'installer des radars de vitesse pour montrer que les gens circulent trop vite, les sensibiliser. On met des affiches de sensibilisation également, des silhouettes d'enfants dans le milieu, dans nos rues. C'est des affiches pour montrer qu'il faut ralentir. Parmi les 42 actions proposées, sauf en cas d'exception, dans une zone scolaire, la limite de vitesse passera à 30 km/h. Actuellement, il est permis de circuler jusqu'à 50 km/h, selon Geneviève Guilbeault. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Allons dans le secteur minier maintenant. L'Institut national des mines a déposé un avis au ministre de l'Éducation pour mieux valoriser la diplomation en formation professionnelle par la reconnaissance des acquis et des compétences. Et étant donné que le Québec est marqué par une pénurie de personnel qualifié, cet avis met en lumière deux éléments. Le premier, c'est l'importance de faire la promotion de la RAC pour mieux soutenir la formation continue en entreprise. Et le deuxième, c'est de reconnaître les acquis et les compétences des travailleurs non qualifiés mais expérimentés. Dans un autre dossier, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue a profité de son traditionnel déjeuner de la rentrée auquel les membres du personnel ont été conviés hier pour lancer officiellement les célébrations du 40e anniversaire. Et pour cette occasion, une collection d'items exclusifs va être offerte pour inciter les membres de la communauté universitaire à porter fièrement les couleurs de l'UQAT. Plusieurs activités vont se dérouler également tout au long de l'année universitaire, dont un rendez-vous spécial le 19 octobre prochain. Parlons logement, le Front d'action populaire en réaménagement urbain craint que le sommet national sur la crise du logement envisagé par le gouvernement libéral ne représente qu'un moyen de gagner du temps. Le FRAPRU rappelle qu'au cours des dernières années, la stratégie a été l'objet de plusieurs critiques. Le principal reproche adressé au plan fédéral est qu'il ne permet pas de répondre aux besoins les plus urgents. Et selon la porte-parole, la stratégie ne fait que construire plus de logements sans se soucier de l'accessibilité financière. Sur le sujet de la COVID-19, le comité d'immunisation du Québec recommande une dose supplémentaire de vaccin contre la COVID-19 pour les personnes vulnérables ou à risque. Les personnes qui désirent avoir une nouvelle dose doivent respecter un intervalle minimal de 6 mois depuis la dernière dose. Le ministère de la Santé mentionne également qu'un nouveau vaccin adapté aux nouveaux variants est actuellement en processus d'approbation auprès de Santé Canada. Une campagne de vaccination va être lancée pour toute la population lorsque ça va être disponible en octobre. Et pour ce qui est de la distribution des tests rapides pour dépister la COVID-19, ceux en pharmacie sont désormais en stock limité, notamment pour les personnes vulnérables. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. C'est aujourd'hui que l'ancienne directrice générale de la ville de Rouyn-Noranda, Huguette Lemay, lance son tout premier essai, une approche plus humaine des ressources humaines. On vous dévoile le titre après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La nouvelle entreprise Agri et Compagnie Incorporée de Palmarol offre une gamme de produits pour les animaux de la ferme, nourriture, accessoires, un espace en boutique pour les artisans locaux, ainsi que la location de U-Haul. L'acquisition du bâtiment, du terrain et les rénovations représentent un investissement de 100 000 $ tout en créant 2 emplois. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de Lassar et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance.
Stéphanie, c'est aujourd'hui que l'ancienne directrice générale de la ville de Rouyn-Noranda, Huguette Lumet, lance son tout premier livre. Oui, Mélissa, c'est au Café-Bar L'Abstracto de Rouyn-Noranda que l'autrice a lancé son premier essai intitulé « Être humain ». En gestion plus que jamais. Et en parlant de gestion, elle en connaît quand même un bon chapitre car elle a occupé également la fonction de directrice générale de l'ancien centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda. Son désir avec ce livre-là, c'est de pouvoir mettre à profit ses connaissances et son expérience en tant que gestionnaire. C'est un projet qui arrive maintenant à terme, qu'elle a en tête depuis sa petite enfance. J'aurais aimé avoir à l'époque, c'est un livre où on voit vraiment le terre à terre, comment ça marche sur le terrain. Et là, après 30 ans de carrière, je pense que j'avais une bonne idée, des notions, beaucoup d'expérience. Alors, de mes expériences, de où je suis partie, j'ai fait ressortir toutes les notions de gestion, mais toujours avec une haute considération de l'être humain. Et à travers ça, des résultats atteints. Donc, je sais que ça se fait. Considérez vos gens, puis les résultats vont être au rendez-vous. Et Stéphanie, les gens sont conviés à un souper conférence pour la bonne cause qui va se dérouler sous peu à Rouyn-Noranda. Oui, Mélissa, c'est au profit de la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue que va se dérouler ce souper-conférence-là. Les gens sont invités au centre de congrès. Ça va se dérouler à Rouyn-Noranda le 9 septembre prochain. On parle d'une soirée qui va être animée par l'artiste invitée Sophie Préjean. Le but étant d'échanger et d'ouvrir la communication pour en apprendre davantage sur l'autisme. Ça l'aide à beaucoup décloisonner les familles. Ça les aide à voir qu'ils ne sont pas seuls dans cette réalité-là. Ça permet aussi de voir les différences entre chaque individu qui est TCA parce que c'est vraiment un spectre très, très large. Donc, autant qu'il y en a qui vont avoir telle particularité, d'autres, ça va être complètement différent. Mais ça permet justement à ces familles-là de comprendre leur réalité et de faire de la comparaison avec d'autres personnes qui vivent les mêmes types de situations. Et pour terminer, le Centre d'exposition d'Amos vous invite au vernissage de l'artiste Karine Locatelli. Ça va se dérouler le 8 septembre prochain. Intitulé « La bête lumineuse » et inspiré par le documentaire de Pierre Perrault, eh bien, elle y aborde tout plein de sujets dont la chasse, la pêche et la cueillette. Et c'est avec beaucoup de fébrilité qu'elle fera son premier passage ici même en Abitibi-Témiscamingue. Approche un peu sensible de la chasse et de la pêche et de la cueillette, pour moi, c'est des activités qui requièrent énormément de sensibilité, tu sais, de comment on peut faire la lecture d'une rivière pour voir où est le poisson, la lecture d'un territoire pour voir où est-ce que l'animal passe, qu'est-ce qu'il a mangé, tout. Puis je visais vraiment à présenter cette recherche-là en Abitibi-Témiscamingue parce que je savais de façon très consciente que c'est une région où ces activités-là sont très importantes. Donc, vous avez jusqu'au 29 octobre prochain pour venir découvrir ses créations et son univers. Merci Stéphanie, à tout à l'heure. Le tournoi de seniors de balle-molle de la Nation CRI va se tenir à Gatineau cette année, non à Val-d'Or. Mais qu'en est-il des tournois de hockey et ballon-ballet prévus à l'hiver? Les réponses dans un instant. Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra Hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Rouyn-Noranda. Accès Toyota, leader régional des véhicules hybrides. On vous en parlait lundi que le tournoi senior de balle-molle de la Nation CRI allait devoir se tenir à Gatineau et non à Val-d'Or cette année. Mais voilà que le tournoi senior de hockey et ballon-ballet pourrait lui emboîter le pas. Yoann Carrière a les détails. C'est quelque chose qui est discuté depuis l'hiver dernier, mais une décision pourrait bientôt être prise. Le tournoi senior de hockey et ballon-ballet de la Nation CRI pourrait quitter Val-d'Or dès cette année. L'Association des sports et loisirs Iou-Iché a une offre de la ville de Gatineau qui est présentement étudiée par le comité exécutif. It's going to be a bit tricky this year because the only date they have available for a hockey tournament is during the Christmas holidays. And that might be problematic for some of our teams. But they told us if it's a go, if we accept it, that next year they'd give us our regular dates, like in December. En raison des feux de forêt, le tournoi mineur de balle-molle va devoir se tenir lors des dates qui étaient réservées au tournoi senior cette année. Ce dernier a donc été déplacé à Gatineau pour 2023, mais pourrait y rester pour l'avenir. Originally, we were scheduled to do our softball tournament in Val-d'Or, but like I said, because of the forest fires and everything, and we're gonna
see if it's possible to bring it back to Val-d'Or, or maybe we'll see. That's to be determined if it's going to come back to Val-d'Or or not. Le vice-président de l'association, Charles Esther, est catégorique. Ce n'est pas une question de politique. Val-d'Or n'a simplement plus la capacité d'accueillir les événements qui attirent de plus en plus d'équipes chaque année. It has nothing to do with boycotting Val-d'Or. It has nothing to do with politics. That's not our reason for moving the event. It's strictly to answer to the needs of our people. Like I said, our people have been asking for this for a while now. They want to be part of the event. And this is one of the biggest gatherings of Aboriginal people in Quebec. Tant au hockey qu'au ballon-ballet et à la balle molle, les tournois mineurs vont demeurer à Val-d'Or. La Ville indiquait d'ailleurs plus tôt cette semaine vouloir continuer cette collaboration avec la Nation Cri. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Dans la LHGMQ, les Foreurs ont réalisé une transaction plus tôt aujourd'hui. Val-d'Or a obtenu l'attaquant de 20 ans, Alexander Goudio, de l'Océanique de Rimouski. Et en retour, le Vert et Or a cédé en choix de 4e tour au repêchage de 2025. En 68 matchs l'an dernier, Goudio a obtenu 30 points, dont 13 buts. D'ailleurs, les Foreurs reçoivent ce soir les Huskies à 18h pour un deuxième match hors concours en 2 jours. Rwanda l'a emporté 8-2 hier à l'Arena Glencore. Toujours au sport, les Coyotes de l'Arizona ont annoncé avoir accordé une prolongation de contrat de 3 ans à leur entraîneur-chef André Tourigny. La saison dernière, l'ancien pilote des Huskies de Rwanda a mené les Coyotes à une saison de 28 victoires, 40 défaites et 14 défaites en prolongation. L'Arizona avait terminé au 25e rang de la Ligue nationale. André Tourigny en sera cette année à sa 3e saison derrière le banc des Coyotes. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, les nuages se sont invités de la partie pour les prochains jours. Oui, on a quand même eu droit aujourd'hui à une belle journée. J'espère que vous en avez profité à la maison parce que ça va se gâter pour les prochains jours, pour ce soir et cette nuit. Pour l'ensemble des secteurs, on a quand même 30 de probabilité d'averse avec un minimum de 13 degrés. Pour l'Abitibi et le Témiscamingue, demain jeudi, toujours des ennuagements au nord et au sud avec un maximum de 22 degrés et un aperçu pour vendredi. Dame Nature nous réserve de la pluie intermittente pour l'Abitibi et des nuages pour le Témiscamingue. Un maximum de 22 degrés. Le retour du beau temps est prévu pour samedi. On se décourage pas. On va y arriver. Merci Stéphanie. On vient d'apprendre qu'un homme en crise a mobilisé plusieurs intervenants en urgence cet après-midi, peu après 16 heures dans le quartier d'Alembert à Rouyn-Noranda. L'individu aux prises avec des difficultés mentales évidentes, selon la SQ, aurait aspergé un garage d'essence avant de prendre de la fuite en voiture. Il a bien sûr été arrêté. Sur ce, je vous laisse. Bonne soirée et à demain.